Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Ce soir, nous parlerons de l'équation d'Ombelo au PPACI. Analyse également de la réaction de l'armée ivoirienne après les accusations de la junte au Niger. Il reste quelques jours. La transition guinéenne va-t-elle prendre fin le 31 décembre 2024? Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Alafé Wakili. Bonsoir. Bonsoir, docteur Kolo. Bienvenue Alafé Wakili. Lanciné Bakayoko, bonsoir. Bonsoir, Kolo Koulibaly. Bienvenue Lanciné. Sylvain Debailly, bonsoir Sylvain. Bonsoir, cher ami, docteur Kolo. Plaisir de vous retrouver. Un plaisir partagé, Sylvain, merci. Et pour terminer, docteur Bangali Ngoran, bonsoir docteur. Bonsoir, docteur Kolo Koulibaly. Enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurent Guédé de d'Aloa. Bienvenue dans le Club de la Presse. Le débat est-il clos après la sortie de Dombelo? Il n'affiche pas d'ambition personnelle et soutient surtout le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. David Soyo. À 10 mois de la présidentielle ivoirienne, la guerre de positionnement devient rude à l'intérieur des partis politiques. Au Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le vice-président du PPACI, Awa Dombelo, est présenté comme une alternative crédible pour remplacer Laurent Gbagbo s'il est inéligible. Des mouvements de soutien à Dombelo se sont créés, mais ne rencontrent pas l'assentiment du bureau exécutif du PPACI. La preuve, celui de la France et de Dabou ont tout simplement été dissous avec l'accord du concerné. Jeudi dernier, Awa Dombelo a tenu à dissiper les malentendus lors d'une émission télévisée, faire taire les rumeurs de rivalité avec Laurent Gbagbo qu'il décrit comme son mentor. Pour lui, le choix incontesté du PPACI pour la présidentielle d'octobre 2025 demeure Laurent Gbagbo. Mieux, les militants élus sont en ordre de bataille pour l'inscription du nom de leur leader sur la liste électorale en vue d'assurer sa victoire à la présidentielle d'octobre 2025. Alors, messieurs, je vais commencer par Sylvain Debailly. Sylvain, le débat est clos après cette sortie de Dombelo? Non, le débat ne fait que commencer, il ne peut pas être clos. Vous savez, par essence, tout homme politique a des ambitions. Celui qui vient en politique sans avoir d'ambition, je ne sais pas ce qu'il vient chercher. Mais bon, prêter à Dombelo une certaine ambition, quand Laurent Gbagbo n'a pas encore renoncé. Donc le fait qu'il vienne clarifier cela par les médias, je crois que tout cela fait partie de l'ambiance politique elle-même. Sinon, le fait même qu'il soit venu à une émission, c'est-à-dire donc communiquer, le fait qu'on parle toujours de ce sujet Dombelo, le fait que la presse soit fixée ces derniers temps sur lui, est la preuve que, quelque part, Dombelo veut quelque chose, vous comprenez? Et puis bon, à mon avis, c'est tout à fait normal, parce que il a quand même plus de 30 ans dans la politique, et Dombelo, c'est quand même l'esprit scientifique, c'est quand même une tête pensante au niveau du PPACI depuis très longtemps. C'est vrai qu'à un moment donné, entre lui et Laurent Gbagbo, il y a eu une fissure, et plus tard, les deux hommes se sont retrouvés, ils se sont compris, et puis bon, ils ont continué ensemble. Aujourd'hui, ils vouent un respect à Laurent Gbagbo, et puis vous vous souvenez, pendant la crise, Dombelo était le porte-parole du gouvernement Gbagbo. Ce sont des choses qui prouvent que, bon, c'est d'abord un homme de confiance, c'est un homme loyal, mais bon, souvent, on rencontre son destin sans le vouloir. Si Dombelo devait être le plan B de Laurent Gbagbo, je pense que ça ne ferait pas de mal à beaucoup de personnes. Mais bon, pour le moment, il faut quand même préciser les choses, parce que ce qui se passe, c'est que l'après-Gbagbo commence pendant que Gbagbo est là. C'est comme d'ailleurs dans tous les partis, que ce soit au PDCI, au RHDP. Seulement, Awa Dombelo est quand même assez futé, il est assez intelligent pour pouvoir choisir ses mots. Et c'est ce qu'on a vu dans cette interview, surtout quand il dit
je suis un homme de mission. Hein, je suis un homme de mission. Si Laurent Gbagbo me désigne pour mener un combat, ce sera un honneur, mais je n'ai aucune intention de forcer cette éventualité. Vous voyez, il y a deux parties dans cette phrase qui vont intéresser quand même les observateurs. Alors, Alafi Wakili, d'où est venue justement cette idée, ce débat? Aucune idée. Certainement des amis et des proches de M. Awa Don-Melo. Mais pour moi, avant d'être un plan B, il faut être un plan pour soi-même. C'est-à-dire, M. Don-Melo doit être un plan A pour lui-même par rapport à une élection présidentielle. On n'a pas encore senti ça. Donc, quand vous posez la question d'où c'est venu des proches. Mais on a vu que l'opportunité lui a été donnée. Il n'a fait cas d'aucun plan. Il est peut-être le plan Z, pour lui-même, il se voit en plan Z de Gbagbo. Oui, si les opportunités se présentent. Mais en même temps, il a dit qu'il y a 40 Gbagbo Laurent au PPACI ou ailleurs. Et en le disant, il reconnaît qu'il n'est pas le seul pouvant être un plan B ou autre. Moi, ce que je veux retenir dans ce qu'il a dit aussi, c'est qu'il a insisté sur quelque chose. Et c'est ça l'enjeu pour moi. Il a dit que le boycott a fait beaucoup de mal au camp Gbagbo. Le boycott depuis 2011. Que les raisons aient été fondées ou pas, il fait le constat que le boycott a été négatif et désastreux et que le parti a décidé de ne plus faire de boycott de parti aux élections et que le candidat, c'est Laurent Gbagbo. La question, justement, à se poser est de savoir si, à la fin, le président Gbagbo n'était pas présent, quelle serait la posture du parti s'il ne faut pas faire de boycott. Et le boycott, refus du boycott obéit à plusieurs logiques. Et le plan B, ce n'est pas forcément un autre candidat PPACI, Don-Melo ou parmi les 40 autres Gbagbo Laurent. Au RHDP, ils étaient une demi-douzaine, mais on voit que lui, Don-Melo dit qu'ils sont au moins 40. Il y en a beaucoup plus. Ce n'est pas ça forcément la solution. Le plan B peut être une alliance avec la gauche ou au-delà, étant entendu, comme il a dit, qu'il ne faut pas de boycott. Et de mon point de vue, jusqu'au bout, ce sera Gbagbo. Jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à peut-être 4 semaines des élections, quand peut-être la candidature de Gbagbo Laurent sera rejetée, c'est en ce moment-là le plan B va se poser. De mon point de vue, au niveau du PPACI, c'est Laurent Gbagbo jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au Conseil constitutionnel, après la CEI, pour que les gens assument jusqu'au bout. Parce que c'est ce qu'il a dit pacifiquement, c'est Laurent Gbagbo jusqu'au bout. C'est à ce moment-là, parce que le FPI, le PPACI n'a aucun moyen de ne pas croire que jusqu'au bout ça marchera et puis songer à un plan B. Pourquoi? Sur quelle base ils vont songer à un plan B? Alors qu'ils peuvent penser que c'est possible jusqu'au dernier délai à la publication des candidatures. Voilà. Lansana Bakayoko, c'est clair maintenant? Non, ce n'est pas tout à fait clair. Don-Melo a beau afficher sa soumission, j'allais dire même son allégeance au président Laurent Gbagbo, il ne pourra pas cacher le soleil avec la main. Parce qu'en réalité, Don-Melo, dans sa sortie, a fait du saupoudrage. D'autant que tout le monde sait que lui et Laurent Gbagbo ne se sont jamais vraiment guère appréciés depuis longtemps. C'est vrai qu'ils sauvent les apparences, mais ça, c'est sûr de tous ceux qui observent la vie politique. Don-Melo n'a pas toujours accepté l'hégémonie du président Laurent Gbagbo. On se souvient qu'avant 2000, il avait même tenté de faire une dissidence. Il avait même fait une dissidence. Il avait créé la Renaissance avec d'autres personnes, Guy Vallet, Franck Comena, ils étaient allés créer... Ce sont des courants, ce n'est pas une dissidence. Dans la logique du front, ce sont des courants. Les mots étaient véhéments, ça ne peut pas être un simple courant, c'était une vraie dissidence qui était en cours. Bon, c'est vrai que la situation a été maîtrisée, mais je répète que Don-Melo et Laurent Gbagbo n'ont pas toujours été sur la même ligne. Parce que Don-Melo s'est toujours considéré comme le cerveau intellectuel scientifique, quand Laurent Gbagbo a souvent revendiqué, si vous voulez, le cœur même d'idéologie du FPI, en fait, de la gauche. Mais je le dis pourquoi? Je dis simplement que Don-Melo ne pourra pas longtemps rester dans sa position. C'est une position qui n'est pas tenable. Mais je pense qu'il fait preuve de réalisme. Il hésite à se positionner comme un plan B, mais c'est simplement une position de réalisme. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas utiliser un mot qui peut être polysémique. Je ne vais pas dire que Laurent Gbagbo va mourir de sa belle mort, mais je vais dire qu'il va s'effacer de son bel effacement
Ce qui fait que Don Melo ne voit pas l'intérêt aujourd'hui de tirer sur Laurent Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo est aux prises avec les juridictions ivoiriennes et aussi avec le code électoral, ce qui fait qu'il ne peut pas, en l'état actuel, être sur la ligne de départ en octobre. Donc Don Melo, à quoi ça sert de s'attirer les foudres des partisans de Laurent Gbagbo aujourd'hui en se positionnant comme une alternative au président Laurent Gbagbo? Donc, pour ma part, j'estime que Don Melo ne manque pas d'ambition, mais il fait preuve, il ménage Laurent Gbagbo, qui effectivement le mérite, mais jusqu'à quand il pourra tenir cette position? Bien malin qui pourra répondre. Docteur Bangali, vous êtes d'accord quand il dit que Don Melo hésite? Bon, je pense que ce qui se passe relève quand même d'une dynamique naturelle, normale, dans toute situation d'impasse, quel que soit le parti politique qui est considéré. C'est que la réalité, c'est que dans l'impasse, tout de suite, les regards commencent à se promener, à se tourner vers ce qu'on appelle les valeurs sûres. Parce que le PPACI a un plan A. Ce plan A-là, c'est Laurent Gbagbo qui est le leader historique. Et donc, quand il se retrouve dans une situation, je dirais, d'empêchement de compétir aux élections présidentielles, alors tout de suite, il y a deux options. Est-ce qu'on choisit, par loyauté à la personne, de maintenir ce plan A jusqu'au bout? Mais il y a aussi une deuxième voie que dit l'impasse, de chercher des alternatives pour éventuellement les positionner dans le cas où le plan A ne fonctionnerait pas. Donc cela relève d'une dynamique habituelle qu'on a déjà observée ailleurs d'autres. Alors Awa Don Melo, je le rappelle, n'est pas celui qui a attiré l'attention sur lui-même de manière volontaire. Quand il y a un blocage, ce sont plutôt soit des militants ou en tout cas des acteurs internes du parti politique qui, tirant le bilan d'une situation de blocage, décident de s'inventer une alternative. La grande question, c'est de savoir comment est-ce qu'Awa Don Melo, lui-même le premier concerné, a choisi de réagir face à la tension qui était portée sur sa personne. Pas sur le parti politique, mais sa personne. Parce que sa réaction pourrait faire penser à une sorte d'opportunisme qui voudrait exploiter le fait qu'il y ait un affaiblissement du leader principal pour se positionner. Et je crois que c'est en cela que l'invitation, reprendre à cette invitation pour communiquer sur sa position personnelle était importante. Et il a dit clairement que pour lui, il y a une seule stratégie qui à l'heure actuelle, ou en tout cas à l'état actuel des choses, vaut la peine d'être défendue, c'est la stratégie commune donc, du parti politique. Pourquoi c'est important de le relever? Parce qu'avant lui, il y a eu aussi des valeurs sûres au sein de ce parti qui ont été portées en avant face à des situations d'impasse. Ça a été avant lui le cas, par exemple, de Mamadou Koulibaly, qui n'a pas su, si vous voulez, s'aligner sur ce que le parti défendait comme intérêt dans une situation où Laurent Gbagbo était en prison. Et à vouloir faire cheval seul, finalement, il est mort politiquement de sa belle mort parce que en Côte d'Ivoire, la sociologie électorale est telle que si vous voulez être une figure nationale, vous devez absolument être porté par un appareil politique. Donc aujourd'hui, je pense que l'équation pour avoir Don Melo, il avait son parti. Même s'il a des ambitions, il a des ambitions personnelles, on ne peut pas le lui dénier. Mais une chose est sûre, il doit gérer cette situation de sorte à ce que finalement, il ne se retrouve pas, je dirais, en situation de confrontation ou en tout cas en désaccord avec l'appareil politique qui pourrait éventuellement le porter dans le cas où le plan A ne fonctionnerait pas. Donc je pense qu'il marche un peu sur les œufs. On l'a vu, il a dit clairement et que pour lui, à l'état actuel des choses, c'est le plan A. Donc il fait le choix, pas de l'opportunisme, mais de la loyauté jusqu'au bout. Mais, oui, allez-y. Oui, moi je veux dire d'ailleurs, je rappelle que Don Melo lui-même il a dit à 40 Gbagbo Laurent, donc 40 plan B ou plan Z1, puisque Laurent Gbagbo lui-même a dit il est le plan A, B, C jusqu'au Z. Il n'y en a pas, il n'y a pas de plan B. Il est du plan A, il est jusqu'au Z. Peut-être Don Melo sera le Z1 avec 40 autres. Mais d'ailleurs, Don Melo n'est pas le seul dont le nom a été évoqué. Il y a une personnalité qui n'occupe aucun rôle, aucune place dans le parti, qui a été évoquée par des médias et sur les réseaux sociaux. C'est l'épouse du président Laurent Gbagbo, Nadi Bamba Gbagbo, au point qu'elle a été obligée de dire que ce n'est pas un concours de première dame et qu'elle n'est pas un plan B. Elle a dit, bon, on n'en parle pas ici, mais je le répète pour dire que des gens sérieux dans ce pays, dans des groupes de discussion et des médias qui ne sont pas inintelligents, ont estimé qu'elle pouvait incarner un plan B, on peut en parler. Et donc, Don Melo n'est pas le seul. Lorsque le moment viendra, le débat se fera. Mais c'est pour dire que
tout le monde peut spéculer. Comme on peut spéculer sur Don Melo, ça peut être ancien, mais il y a une seule personne qui peut porter la parole de Don Melo. Il faut que Don Melo soit un plan pour Don Melo lui-même. S'il ne l'est pas, est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi? Moi, je ne veux pas. D'ailleurs, quand Mme Gbagbo est venue dire, Mme Gbagbo Nadi Bamba est venue dire qu'elle n'est pas le plan B, est-ce qu'on doit insister? On ne doit pas insister. Don Melo dit, c'est Gbagbo Laurent. Et il y a 40 Gbagbo Laurent. Pourquoi on veut insister pour dire qu'il est bel et bien un plan B? Je veux comprendre. Oui, l'enseigné semble avoir une réponse. Oui, mais à la fin, on ne va pas suivre... Nous sommes dans l'analyse. Nous n'allons pas suivre tout ce qui s'est dit. Ça dit que les gens peuvent faire leur ruse, ils peuvent faire le chat et la souris, mais nous sommes là pour observer. Pour observer, parce que tout le monde voit que Laurent Gbagbo tente d'étouffer toutes les ambitions pour que son cas, son inéligibilité de quelle manière à l'élection présidentielle soit... Don Melo n'est pas étouffé. S'il n'a pas le courage de ses ambitions, on ne va pas lui donner des choses qu'il ne mérite pas. Laurent Gbagbo par des manœuvres politiques. Qu'il ait le courage de ses ambitions. Oui, je continue. On attend ça. Je continue. Laurent Gbagbo par des méthodes politiques tente d'étouffer toutes les ambitions autour de sa personne. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut que son cas personnel, disons, son inéligibilité à l'élection présidentielle devienne l'épine dorsale du combat politique du PPACI. Donc c'est ça qui est le combat du président Laurent Gbagbo. Et il est évident que y a le feu couvre sous la cendre, ça c'est clair et net, parce qu'il y a beaucoup d'ambitions qui veulent s'exprimer, mais qui attendent le bon moment. Parce que jusqu'à quand on pourra tenir jusqu'en octobre? Tout à l'heure, à la fin, tu disais, à Laurent Gbagbo, ils vont pousser jusqu'au bout. Jusqu'en août, au moins, même au Conseil constitutionnel. Mais écoutez, cette position n'est pas tenable, d'autant qu'il va falloir introduire les candidatures. Je ne vois pas, même au Sénégal, où ça s'était passé, mais il y avait eu un timing qui était normal. Donc il faut que les ambitions s'expriment. Laurent Gbagbo, certes, veut se positionner comme l'alpha et l'oméga du PPACI, j'en conviens, mais il faut aussi permettre aux autres militants qui ne sont pas moins compétents de s'exprimer et dont ils ont le droit, dont Don Melo. Et aujourd'hui, Don Melo a beau voulu respecter Laurent Gbagbo, c'est des questions de convenance. Il a dit, il n'y a pas de plan B, Laurent Gbagbo a notre plan A jusqu'au plan Z, mais je pense que ça, c'est une problématique de convenance. La réalité est que Don Melo a de l'ambition, et moi, je l'ai vu, j'ai vu ses partisans l'exprimer à Paris. C'est vrai, il a été vite repris. Je l'ai vu aussi à Dabou. Donc, c'est des choses, il ne peut plus se cacher, les choses sont là, et il est aujourd'hui un candidat putatif. Dabou, ce n'était pas des partisans, je pense que c'était des militants du PPACI qu'il avait invité pour une activité du parti. C'est ce que j'ai dit. Et lui-même, il explique que pour des questions d'agenda, ça a été reporté. Oui, et à Paris, il a dit que les mouvements-là, c'est pour le soutenir dans son action pour les BRICS et non pour une candidature en Côte d'Ivoire. Vous croyez que non, on va m'a dit ça. Pourquoi vous voulez croire à autre chose? Oui. Non, moi, je voulez croire à autre chose. Moi, je ne peux pas m'accommoder. C'est vrai qu'on croit au Père Noël, mais il ne faut pas croire à ce qui n'existe pas. D'accord. Alors, une réaction. Docteur Bangali, Lansiné. La réaction de Sylvain, ensuite on va écouter Docteur Bangali. Moi, je pense que notre ami, à quoi Laurent Gbagbo étouffe les ambitions personnelles des uns? Il dit qu'il a le plan A jusqu'au plan Z. Je ne vois pas. Ce n'est pas lui qui l'a dit. Dans tous les cas, une ambition politique, on ne peut pas l'étouffer. Parce que l'ambition politique, quelquefois, on ne la construit pas soi-même. Mais elle est suscitée. Et puis bon, voilà. Donc, que des gens adoubent en ce moment Don Melo, ou bien que des groupes se forment autour de lui, ben, ça, ce n'est pas sa faute. Et puis ça, Laurent Gbagbo ne peut pas l'interdire, puisque dans son parti, les histoires de courant et autres, ça existe. On ne peut pas étouffer une ambition personnelle. Bon. Docteur Bangali. Moi, je pense qu'il est vraiment important que l'analyse qu'on peut mener ici repose toujours sur des faits réels, pour qu'on se quitte les spéculations stériles. Laurent Gbagbo, lui-même, n'a jamais voulu être candidat à l'élection présidentielle. Quand il est revenu, je pense que dans son discours politique, il y a deux choses qui l'ont marqué. Il a dit que son intention personnelle, c'était d'aller s'installer au village. Non, manifestement, tu viens de Jupiter. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je comprends que tu es historien. Non, laissez-moi finir. Il a voulu aller s'installer au village. Et ensuite, il s'est présenté comme celui qui n'était pas la personne qui devait être celui qui devait rassembler la gauche, ou en tout cas le leader de la gauche. Alors, quand il décide, il fait ce choix-là,
selon toujours ses propres mots, il a été approché par certains de ses camarades de lutte qui lui ont proposé d'être candidat. Et il dit que la première fois, il n'a pas répondu par l'affirmative. Ils sont revenus plusieurs fois à la charge jusqu'à ce que... Laissez-moi finir. On va laisser Bangali continuer. C'est important que l'analyse qu'on mène reste fondée sur le factuel, sur les faits qui ont eu lieu. Et donc, après insistance donc, de son parti politique, de l'appareil, parce que c'est l'appareil politique qui détient le pouvoir de légitimer une candidature. Et donc, c'est l'appareil politique qui a suscité la candidature de Laurent Gbagbo. Et donc, il est tout à fait naturel que tous ceux qui composent l'appareil politique continuent de porter cette dynamique-là qui a été validée par le congrès du PPACI jusqu'à ce que ces mêmes instances se réunissent pour faire le constat de ce qu'il y a une situation d'impossibilité qui nécessite qu'on puisse faire le choix d'un plan B. Dans ce cas-là, la compétition de positionnement sera officiellement ouverte et puis bon, on verra ce qu'il en sortira. Mais pour le moment, Laurent Gbagbo ne peut pas être le blocage des ambitions des uns des autres, tout simplement parce que lui n'a jamais voulu être candidat. Il a été suscité par l'appareil de son parti. Non, les dernières réactions d'abord. Non, je ne pas dire ça. Sur la question, moi, je veux dire, en fait, ce que Laurent Gbagbo a refusé de faire, c'est la retraite politique. Il a voulu continuer la retraite et la politique. Il a dit qu'il fera la politique jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Peut-être il n'était pas clairement précis, il n'était pas clairement déterminé pour être candidat. Mais au moins la politique, il a dit qu'il la ferait. C'est ainsi qu'il a créé le PPACI, un autre instrument de lutte, laissant l'enveloppe FPI à Afinguessa. Donc, ce n'était pas une retraite. C'est peut-être la candidature à l'élection présidentielle qui n'était pas affirmée. Je n'ai pas parlé de retraite. Mais à la fin, il n'a pas dit. Mais monsieur, il y a une question. Pour moi, les plans, là, ce n'est pas dans les médias ou dans nos analyses. Hein. Il y a un parti politique. Tu as décidé d'être militant. Le plan B ou C est lié au charisme personnel et peut s'imposer dans un parti. Et ce n'est pas Laurent Gbagbo qui l'étouffe. Lorsque les militants adhèrent à ta personne, à ton charisme, à côté de Laurent Gbagbo, ça va se sentir dans le PPACI. Gbagbo Laurent ne peut pas empêcher les ambitions de Don Melo s'il est populaire dans le PPACI, si les militants le veulent en dehors des plateaux télé, des groupuscules qui créent des mouvements de soutien. En interne, vous êtes 100. Et puis il y a 60 qui veulent Don Melo, Laurent Gbagbo ne peut rien. Vous êtes 5 000 à un congrès, il y a 3 000 qui veulent Don Melo, Gbagbo ne peut rien. Attendez. Il n'a aucune ambition, il y a des charismes personnels à créer, à développer, il y a un leadership à avoir et à imposer au sein d'un parti. D'accord, avant vos réactions, il y a cette question qui me semble importante. Bon, je vous la pose à tous les quatre. Est-ce que finalement, au-delà du cas Don Melo, ce n'est pas l'après Laurent Gbagbo qui se joue là? Mais comme dans tous les partis d'ailleurs, Laurent Gbagbo a fait un certain parcours, un parcours politique qui a été semé il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais c'est quand même son parcours politique. Mais après Laurent Gbagbo, il doit y avoir d'autres personnalités qui doivent émerger. Et c'est dans cela que nous sommes. Vous avez dit tout à l'heure que l'affaire Don Melo, d'où ça vient. C'est la réponse que Alafé vient de donner. À savoir que dans des groupes, des gens se mettent ensemble pour dire que c'est lui. Donc, tout comme ça a été le cas à un moment donné. C'est un débat inévitable. C'est un second après Gbagbo. Il y a eu un premier après Gbagbo. Un premier après Gbagbo au pouvoir. On est actuellement dans un après Gbagbo au pouvoir qui a donné ce que ça a donné avec Simone et Yves d'un côté, avec Blé Goudé où il est, avec Afinguessa où il est. On a déjà un après Gbagbo, comme on a eu un après Bédié au pouvoir. Mais ici, le contexte, c'est l'élection présidentielle de 2025. Un après Bédié physique. Oui, mais donc maintenant, l'après Gbagbo dont on parle, ça peut ne même pas être en 2025 ni 2030 s'il a encore longue vie. Donc cet après Gbagbo, il y a déjà un après Gbagbo qui est là au pouvoir, qui est là. Donc si on songe à cet après Gbagbo, peut-être Don Melo sortira de la carte comme les autres sont déjà sortis. Mais après... Non, Sylvain, vous avez déjà répondu à la question. Après, il y a l'autre après Gbagbo, comme on a l'après Bédié, il y a deux phases de l'après Bédié. L'après Bédié au pouvoir, où il a fait depuis 99, 23 ans, 22 ans, jusqu'à son après-vie. Et puis, on a aujourd'hui deux postures d'après Ouattara à avoir. Un après Ouattara au pouvoir, peut-être en 2030 ou il ne sait pas quand. Et puis aussi l'après normal, l'après-vie. Oui. Donc, pour tout le monde. Voilà. Bon, 1 minute pour vous, Lancinet, et puis l'autre minute sera pour Dr Bangali. Moi, je refuse de tomber dans ce genre de naïveté-là.
Parce que Laurent Gbagbo a instauré un système de déification personnelle qui fait qu'aujourd'hui, personne d'autre ne peut avoir la parole autre que lui. Non, mais c'est ça la réalité. C'est ça. Je n'ai pas d'antise personnelle, mais ce qui est sûr, il y a un système quasi-monarchique installé au PPACI qui fait qu'aujourd'hui, personne d'autre ne peut dire, il peut avoir des voix discordantes. Parce que sur les faits. Oui, mais je suis dans le factuel. Non, je suis dans le factuel. Parce que par le passé, toutes les voix discordantes ont été mises hors d'état de nuit. Les Mamadou Koulibaly sont des voix discordantes. Il vous reste 15 secondes. Les Anaki Kobena, toutes les voix discordantes, les Anaki Kobena ont été des voix discordantes. Les Mamadou Koulibaly, c'est des voix discordantes. Même aujourd'hui, la disgrâce de Blé Goudé est due à quoi? Parce que Blé Goudé a voulu faire entendre un autre son de cloche. Donc, il ne faut pas rester là à dire que Laurent Gbagbo n'étouffe pas les ambitions. Bien sûr qu'il étouffe les ambitions. Merci, Lanciné. Et ça ne peut pas continuer. Merci, il va avoir forcément les ambitions parce que le feu ne reste jamais sous la cendre. Docteur Bangali. Je pense que l'après Gbagbo peut se jouer dans le cadre de la compétition liée au présidentiel ou en tout cas dans la période après les présidentielles. Mais je pense que l'enjeu demeure le même. L'enjeu demeure le contrôle de l'appareil politique que Laurent Gbagbo et ses compagnons ont construit à la fin des années 80. Et je pense que c'est l'enjeu essentiel parce que c'est un parti politique qui est déjà implanté et qui a, si vous voulez, le personnel politique rodé à la pratique de l'engagement qui est en mesure de porter un nouveau leader. Et bien sûr, la gestation, donc le processus de gestation de ce nouveau leader-là implique beaucoup d'acteurs. Et je pense qu'il appartient aux uns aux autres de poser des pas, d'agir de sorte à ce qu'il n'y ait pas une rupture entre leur candidature potentielle et l'appareil politique. Donc je pense qu'il ne faut pas faire preuve d'opportunisme, mais il faut rester loyal. Il faudrait que ce soit un mouvement d'ensemble qui dégage donc une nouvelle figure forte qui puisse succéder à Laurent Gbagbo. Merci, monsieur. Non, sur ce sujet, ça va. C'est bon pour ce sujet. On n'a pas intérêt à aller à une confrontation avec Gbagbo parce que Gbagbo lui il est déjà sorti du jeu politique. Lanciné, merci. Il n'y a pas d'intérêt à merci. Sylvain, on ne relance pas le débat. Le temps court très vite. On va regarder la réaction d'Abidjan à Niamey, la junte au Niger qui a accusé la Côte d'Ivoire d'intelligence avec des ennemis pour sa déstabilisation. L'armée ivoirienne a réagi après cette interview du général Tiani. Davis Oyo. Le 25 décembre dernier, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et chef de l'État nigérien, le général Abdourahmane Tiani, a lancé de graves accusations à l'encontre de la France et de la Côte d'Ivoire. Information diffusée lors d'un entretien exclusif accordé à la radio-télévision nigérienne. Selon le chef de la junte, Abidjan sert de base arrière à des forces subversives dans le but de frapper les pays de l'Alliance des États du Sahel, en l'occurrence le Niger. Une accusation qu'il formalise avec des détails précis sur le nombre de militaires et encadreurs, les différents sites de formation, la nationalité des encadreurs, le type d'armes utilisées et même la date de début de formation. Le samedi 28 décembre dernier, dans un communiqué signé du général de corps d'armée, Lassina Doumbia, la Côte d'Ivoire apporte un démenti à l'accusation. Les forces armées de Côte d'Ivoire s'inscrivent en faux contre ces graves accusations émises sans aucun début de preuve. Néanmoins, les forces armées du pays demeurent engagées à apporter leur contribution à la paix et à la stabilité régionale. Une énième accusation après celle du Mali et du Burkina Faso. Messieurs, jusque-là, la Côte d'Ivoire avait gardé le silence, mais le pays sort de sa réserve. L'armée qui réagit à cette accusation de la junte au Niger, Sylvain Debailly, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Oui, l'armée ivoirienne a eu raison de réagir parce que ça n'est trop. Ça n'est trop. Mais ensuite, moi je dis qu'il faut faire attention. Quand on gère le pouvoir, il faut faire attention. Je pense que la junte nigérienne doit se concentrer sur le cœur du métier, c'est-à-dire la gouvernance interne, et puis les questions de sécurité, et tout ça. Et puis bon, il faut quand même faire preuve de diplomatie dans ce qu'on fait. Ce n'est pas toutes les grandes questions qu'on met sur la place publique. Et puis à un moment donné, il faut éviter de toujours crier au loup, parce que à vouloir toujours crier au loup, il finit par arriver. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de normaliser les relations entre nos différents pays. Mais ce genre d'accusation qu'on fait comme ça, bon, à n'importe pièce,
c'est quand même dangereux. Et puis ça met en difficulté les populations. Les ressortissants nigériens, ils sont près de 700 000, si je ne m'abuse, ici en Côte d'Ivoire. C'est une importante communauté qui apporte beaucoup à l'économie du Niger, tout comme à l'économie ivoirienne. Donc, quand on veut faire ce genre de sortie, je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Il y a tellement d'enjeux que ce genre d'accusation. Bon, il en a même donné quelques détails, mais souvent le renseignement militaire peut être trompeur. Hein. Voilà, le renseignement militaire peut être trompeur, c'est-à-dire que tu as des certitudes, tu penses que oui, c'est vraiment la Côte d'Ivoire. Mais celui qui t'a dit ça, là, bon, peut-être c'est pour t'induire en erreur. Donc, je crois qu'il faut faire preuve de réserve quand on est un dirigeant, surtout dans la situation actuelle où ces trois pays tentent de sortir de la CEDEAO et tout ça. Il faut gérer la communication autour de la gouvernance et puis pour sortir, à mon avis, de ce genre d'accusation. Ça n'apporte rien. À la fin, Wakili. Oui, je pense qu'on a encore un chargé d'affaires au Niger, un canal diplomatique qui existe. Ils pouvaient leur donner à ce représentant de notre pays au Niger. Ils peuvent donner à l'Union africaine. Ils sont encore dans l'UEMOA, dans le franc CFA, il y a des canaux pour passer des informations, ou bien ils donnent ça à l'ONU. Au lieu de venir devant une télévision accuser un pays et mettre en danger beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'options pour dire, ah, voilà les informations qu'on a, voici ce qu'on vous êtes en train de faire. Nous sommes en train de prendre nos dispositions, prenez les vôtres, on est avertis. Mais peut-être que la gente ne parlait pas seulement qu'à la Côte d'Ivoire. Elle a parlé à la Côte d'Ivoire. Je dis pour la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'elle pouvait faire. Pour le Nigeria, avec qui ils ont même plus de rapports, avec qui ils sont voisins, ils auraient pu le faire. Moi, je crois que tout ça s'explique. Hein. On a parlé ici il y a quelques semaines de la CEDEAO, de leur retrait ou autre. Ça s'explique. Parce qu'avant ces accusations, il y a eu un communiqué des trois pays où le sursis que j'envisageais de 6 mois ou un peu pour poursuivre les négociations que la CEDEAO a donné, leur a déplu. Voici des gens qui sortent de la CEDEAO mais qui en conservent les avantages. Et ayant entendu cela, la CEDEAO dit, bon, la sortie, là, on va faire 6 mois pour observer. En temps, eux, ils ont dit qu'ils vont mettre en place une commission technique pour discuter. Donc, ils disent, au lieu de considérer que la rupture est actée et puis de mettre en place des discussions pour voir comment faire, la CEDEAO donne encore 6 mois. Ils ne sont pas contents. Et donc, ces 6 mois-là, pour eux, vont être une occasion pour la CEDEAO de leur mettre la pression et de leur envoyer des rebelles ou de leur faire encore des pressions, des coups d'État ou autre, ou demander des comptes sur la fin de la transition. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Donc, ils ont sorti l'artillerie lourde, accusé toute la CEDEAO des pays et la France, et maintenant accuser individuellement, nommément, les pays à travers l'interview du président. Avant ça, il y a eu un communiqué des trois où ils ont dit à peu près la même chose, ils ont fait les mêmes accusations qui ont été reprises, puisque c'était un communiqué signé peut-être des ministres, c'est peut-être en réaction pris au sérieux, et après le président du Niger lui-même, le chef de transition militaire du Niger, a fait la même chose, c'est ainsi que notre pays a réagi. C'est donc la suite à la décision de la CEDEAO. C'est la suite à la décision de la CEDEAO, brouiller les pistes pour continuer à faire leur transition tranquillement, loin des regards, et puis mobiliser les populations en leur faveur, alors que, comme a dit le comité de l'armée ivoirienne, ils n'ont pas de bons résultats dans la lutte contre le terrorisme, une lutte pour laquelle ils ont pris le pouvoir. Lorsque c'est peut-être cette difficulté de sécurité intérieure à maîtriser, peut-être pour certains, qui amène ce genre de sortie. C'est de la diversion. Cet homme, quand je l'ai vu avec son béret et ses goudasses, je me suis rendu compte que c'était de la diversion. Parce qu'effectivement, il y a les défis sécuritaires qui ne sont pas réglés. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu des attaques à Terra. Il y a eu, c'est vrai, cette attaque est ancienne. Mais à Chinagodé, il y a eu la prison de haute sécurité de Koutoukale, à 50 km de Niamey, qui a été attaquée. Donc les résultats ne sont pas là. C'est vrai qu'il y a eu une petite inflexion au niveau du prix du carburant, mais les résultats même économiques ne sont pas présents. Donc ils cherchent à faire diversion parce que c'est dans cette rhétorique qu'il a pris le pouvoir. C'est-à-dire se montrer en tribu assiégé. Depuis que les forces internationales sont parties et qu'il n'y a plus aucun argument, il en cherche d'autres parce que les résultats économiques et même les résultats politiques ne sont pas là. Mais je pense que c'est une attitude, à mon avis, très suicidaire.
Le Nigeria, parce que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, Debaï l'a dit, il y a près de, tu parles de 700 000, mais il y a près d'1 million de Nigériens qui sont stationnés en Côte d'Ivoire et qui envoient des devises importantes au niveau du Niger et du Niger. Et même le Nigeria qui a été accusé également, je rappelle que 71% de l'électricité du Niger est fournie par le Nigeria. Et aujourd'hui, même le pétrole qu'ils ont découvert, ils n'ont pas de raffinerie. La seule raffinerie des Indés ne fait que 20% de la production de pétrole. C'est vrai qu'ils ont, dans leurs prévisions, ils parlent de 200 000 barils à produire en 2026. Mais avec quelle raffinerie? C'est avant-hier seulement qu'ils ont lancé une seconde raffinerie à Dosso, dans la ville de Dosso. Mais jusqu'à quand? Ça veut dire que c'est des gens qui sont dans une attitude suicidaire, qui ne sont là que pour régler les problèmes immédiats. C'est vrai que la clameur publique, ça va leur permettre de rester au pouvoir pendant encore quelques mois, et parce que ça va faire polémique dans tout Niamey, dans tout le Niger. Aujourd'hui, on ne va plus s'occuper des questions économiques, des questions existentielles. On va parler des questions de sécurité, on va parler de la Côte d'Ivoire, on va parler du Nigeria, on va parler même de la France. Mais ça ne suffira pas, parce qu'ils vont tout faire à un moment donné. Et la réalité sera en face d'eux. Donc je pense que ces pays sont dans une attitude, disons, qui ne les arrange pas, qui sont suicidaires. Parce que les oignons sur lesquels ils comptent le souché et le niébé, bon, je ne sais pas si c'est à partir de ces... Qui est-ce qui mange ça? Les arachides qu'ils font chez eux. Bon, franchement, il faut que les Nigériens commencent à savoir que cette junte-là a échoué, qu'elle a pris un président légitime en otage, et qu'elle fait preuve de fourberie en s'attaquant impunément aux autres chefs d'État, en marchant sur la souveraineté des autres chefs d'État. Mais ça ne peut pas continuer. C'est pour ça que nous demandons au gouvernement de Côte d'Ivoire de prendre des dispositions, des mesures, vraiment des mesures fortes, pour que Tiani se rende compte qu'il n'est pas le seul sur la piste de danse. Parce qu'il y a un adage chez nous qui dit, quand tu marches avec l'aveugle, parfois il faut lui donner des coups de pied pour qu'il se rende compte qu'il n'est pas seul. Et le spécialiste des relations internationales, Dr Bangali, comment on comprend une telle situation? Je pense que le conspirationnisme est un trait culturel assez prononcé des régimes staliniens. Donc, après, si vous voulez, la décision de ces pays de s'arrimer à Moscou, donc ça implique aussi au-delà des rapports économiques, des rapports géopolitiques, ça implique aussi qu'ils reprennent à leur compte l'héritage idéologique de ces pays. Parce que la rupture avec la CEDEAO et le bloc occidental n'est pas qu'une rupture économique, n'est pas qu'une rupture territoriale, elle est aussi idéologique. Et dans la stratégie de communication des régimes staliniens, ce qu'on appelait à l'époque le faux complot, vise un objectif, c'est de maintenir le gel des relations avec des pays avec lesquels on est en conflit, mais qu'on veut éviter de faire la guerre ouverte. Et donc, ils vont instrumentaliser des prétendus complots, des prétendues affaires contre la sûreté de l'État, si vous voulez, à un double objectif, avec un double objectif. Le premier objectif, déjà, c'est de maintenir la mobilisation intérieure, parce que le régime n'a pas d'assises politiques électoralistes comme ceux qui étaient là avant. Et ils ont, si vous voulez, coalisé la communauté internationale autour de l'idée qu'il y a donc le terrorisme qui est le produit d'un complot des grandes puissances régionales et internationales pour maintenir le Niger dans une situation d'exploitation de ses ressources. Et donc, c'est un facteur de mobilisation d'abord nationale. Donc, quand il prend la parole publique en tant que chef de l'État et qu'il porte les accusations, même s'il ne fournit pas de preuves, je rappelle que quand même, il s'adresse à une population qui a seulement 30% d'alphabétisés. Donc, 70% quand même de la population à laquelle il s'adresse ne peut pas forcément avoir les moyens de décrypter les noms dits de ce qu'il avance. Et puis la deuxième vocation de l'arme de communication stratégique, on peut appeler cela comme arme de manipulation, mais au-delà de cela, la deuxième vocation, c'est de dire clairement que nous avons fait le choix de maintenir le gel des relations avec nos anciens partenaires régionaux, parce que, à la fin, Wakili l'a déjà dit, la CEDEAO, quand elle se réunit, décide de laisser une chance, 6 mois de possibilité pour réparer, si vous voulez, la relation, je dirais, la relation qui est en situation quand même de déconfiture. Mais il est clair que pour ces régimes-là,
la garantie pour eux de se maintenir, c'est qu'ils puissent, une fois pour de bon, rompre avec les puissances régionales à travers donc leur fêtière qu'est la CEDEAO. Et donc, ils ne sont pas de cet avis-là. Et donc, la meilleure manière de le signifier, c'est, vous voyez le timing. En même temps que la CEDEAO se réunit, décide de laisser une chance 6 mois encore au dialogue, en même temps qu'il fait une sortie, d'après lui, les faits qui relèvent datent du mois d'août passé, donc 6 mois pratiquement en arrière. Et c'est en ce moment précis où la CEDEAO décide de mettre en place un cadre de discussion qu'il sort ces faits-là qui remontent selon lui à 6 mois, le timing parce qu'ils font le choix de maintenir le gel donc, des relations avec leurs partenaires régionaux. Sylvain, vous voulez... Et comme il est toujours dit, moi je ne voudrais pas m'ériger en juge des pouvoirs des différentes juntes, mais j'insiste encore là-dessus, il faut une certaine maîtrise quand on veut faire des sorties de ce genre. Parce que ce qu'on retrouve dans son discours, c'est de faire croire que des Nigériens établis en Côte d'Ivoire ici seraient dans un complot. Alors, pour quel intérêt il ferait un tel discours? Est-ce que c'est de dresser ces Nigériens contre les Ivoiriens, ou alors c'est de trouver un moyen de bannir ses propres compatriotes? Mais qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Non, mais je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ce sont des questions qu'on peut régler par d'autres canaux. Il y a plusieurs canaux pour régler ce genre de questions, surtout qu'elles sont des questions sécuritaires. Mais le fait de toujours emprunter ce axe de communication pour faire peut-être de la Côte d'Ivoire le pays qui ne veut pas de leur avancée, je crois que c'est un discours qui, à la longue, va être contre-productif. Oui, justement, sur la durée, on se dit peut-être qu'on est bien parti pour rester dans une telle situation. Oui, c'est le conflit pour l'instant. Personne ne peut prévoir combien de temps ça va encore prendre, combien d'années ça va prendre. Et même les pays avec lesquels ils ont de bons rapports, si on met le Togo, même aujourd'hui le Sénégal qui a fait sa transition, son alternance, ils ne veulent pas bien lui parler. Ils ne sont pas prêts pour entrer dans un schéma démocratique, dans un schéma d'élection. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et je voudrais terminer pour dire que par le passé, en tant que journaliste, il y a eu un témoignage de ce que des pays de la sous-région, oui, il y a eu des réalités, peut-être dans le cas ivoirien à l'époque, au Burkina, on n'a pas eu des images, des gens trouvaient des figurants, togolais ou pas, qui parlaient des ethnies du Togo, dans des endroits, peut-être vers la forêt du Banco ou ailleurs. Ils faisaient des films, des montages, et puis partaient voir un chef d'État de la sous-région pour dire qu'il prépare une rébellion contre toi. Et il prenait de l'argent à ce chef d'État, beaucoup d'argent. Et lui qui pensait que c'était vrai, il a pris la vidéo, il n'a pas fait des déclarations télé, il a envoyé à la Côte d'Ivoire, il dit « Ah, on a des bons rapports, des gens font ça chez vous, se préparer pour venir m'attaquer, voici la vidéo que j'ai eue, essayez de vérifier. » Lorsque les services ont vérifié, ils se sont rendus compte que c'était un montage, qu'il n'y avait rien. Et ces personnes ont été arrêtées et mises à la disposition de la justice. Donc le général du Niger doit bien vérifier les éléments et les informations, oui, les informations qui lui ont été fournies et avec les coups d'État. Et puis bon, on ne va pas revenir au débat. Bon, on dit quoi, le coiffeur, quand on approche une tondeuse de sa tête, il a peur. C'est ça, non? Moi, j'ai entendu... Le coupeur de tête, plutôt. Le coupeur de tête, voilà. J'ai entendu sur le plateau que le régime nigérien aurait pu passer par des canaux diplomatiques. Mais qui vous dit que ces gars sont dans une situation normale? Eux, ils se nourrissent d'adversité. Leur problème n'est pas que les choses se normalisent, parce que eux, le maintien de leur régime réside dans la construction de faux complots. Et donc, ils sont dans l'adversité permanente parce que c'est ça. Le professeur a parlé de près de 68% des populations là-bas sont analphabètes. Le professeur en a parlé. Donc, à qui il parle? Il parle, vous savez, on dit chaque peuple mérite ses dirigeants. Donc, il dit, il se nourrit d'adversité, il n'a pas le résultat qu'il faut. Et puis vous voyez, il faut que cette rhétorique de prédation économique, il faut que ça s'arrête. Bon, on dit que la France, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas choisie au hasard. En réalité, ils disent que la Côte d'Ivoire est un appendice de la France. Mais même quand on parle de l'uranium nigérian, et je fais une digression, mais la France ne prend 27%, les importations françaises de l'uranium nigérian ne constituent que 20%.
La France importe essentiellement son uranium de Kazakhstan, c'est 27%, le Niger 20%, l'Ouzbékistan 19%, la Namibie 15%, et des petits pays comme le Brésil, l'Australie, où c'est 1 ou 2%. Donc la rhétorique qui consiste à dire que la France fait preuve de prédation en allant prendre tout l'uranium, c'est à croire que l'existence nucléaire de la France ne dépend uniquement que du Niger. Cette rhétorique, il faut la laisser, parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, pour moi, devrait pouvoir prendre des mesures même de rétorsion, pour dire au régime nigérien que ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer que la Côte d'Ivoire soit la cible de ce régime de Goudas. Non, il faut que ça s'arrête. D'accord. Alors, peut-être sur cette question, juste un mot en 1 minute, des mesures peut-être pour donner un signal au-delà du discours. Dans une situation bien inconfortable, parce que, en même temps que ce genre d'attaque via des médias, en tout cas par médias interposés, met les autorités ivoiriennes face à une responsabilité d'agir avec réciprocité. La Côte d'Ivoire pourrait éventuellement décider désormais de rafler tous les ressortissants nigériens qui ne sont pas régulièrement donc, dans les fichiers ivoiriens et les rapatrier à la frontière de l'AES, c'est-à-dire à la frontière avec le Burkina. Et avec la pression de ces retours-là, espérer qu'il y ait un fléchissement, donc une décision de l'autre côté de la frontière à coopérer et donc aller vers un apaisement. Mais en même temps, la Côte d'Ivoire également est le pays de la sous-région qui concentre la plupart des infrastructures à vocation régionale. Je parle de son port, je parle du projet de port sec qui arrive dans sa phase terminale et qui a été construit de manière stratégique exactement à 800 km d'Abidjan, 800 km de Bamako et à 800 km de Ouagadougou. Parce que cette infrastructure régionale a une vocation de desserte justement de ces pays aujourd'hui qui sont en conflit avec la Côte d'Ivoire. Il y a également le terminal minéralier qui fait que finalement ces projets dans lesquels notre pays a investi des milliards, pour lesquels il s'attend à un retour sur investissement, ça fait que si la Côte d'Ivoire choisit la voie de la confrontation, il y a des incidences économiques. Donc ça fait que finalement les autorités ivoiriennes, en tout cas moi je les exhorte à jouer plutôt, disons, la balle de l'apaisement. Et puis espérer... les ressources venant du Niger. Bon d'accord, alors messieurs... Les ressources du Niger passent par le port de Sémébodi à Cotonou. Il faut espérer que les choses se normalisent. Bon d'accord, messieurs, on va quitter la junte. On va quitter la junte. Par le port de Sémébodi à Cotonou, pas en Côte d'Ivoire. Donc, à la limite, on n'a pas trop besoin d'une junte. On a besoin de tout. Non, s'il vous plaît, non, ça suffit. D'une junte à une autre, on quitte Niamey pour la Guinée, juste à côté. La transition militaire prendra-t-elle fin le 31 décembre 2024 ? L'opposition a déjà indiqué qu'elle ne la reconnaîtra pas après cette date. Davis Oyo. Annoncée officiellement pour fin décembre 2024, la transition guinéenne risque de ne pas tenir le délai. En témoigne la récente sortie du porte-parole du gouvernement. Ousmane Gawal Diallo déclare que la Guinée se trouve actuellement dans une phase mentionnée dans l'article 2 de la charte de la transition, à savoir la refondation de l'État. Une déclaration perçue par les observateurs comme l'annonce d'une prolongation de la transition sans calendrier électoral. Depuis lors, les acteurs de la société civile multiplient les déclarations en exprimant leurs inquiétudes. Certains membres de la société civile demandent un dialogue politique inclusif et sincère. D'autres, accompagnés des leaders de l'opposition, annoncent qu'ils ne reconnaîtront plus le général Mamadi Doumbouya et son gouvernement passé ce délai. Plus de 3 ans après la chute d'Alpha Condé, le retour à l'ordre constitutionnel est plus que jamais entouré par un flou, selon les spécialistes. Pour l'heure, population, acteurs de la société civile et opposition ont tous le regard tourné vers la CEDEAO. Bon, alors, messieurs, on va juste faire un tour de table sur cette question de la Guinée. D'ailleurs, on en a suffisamment parlé dans le club de la presse. Sylvain, c'est évident, il reste seulement quelques jours. Et vous voyez, vous imaginez vous-même que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce délai soit tenu. Donc, l'opposition va peut-être appliquer ces décisions qu'on a entendues tout à l'heure, ne pas reconnaître la junte, mais quels moyens a-t-elle? Bref, moi, mon souci n'est pas tellement la fin de la transition. Mon souci, c'est de savoir si cette transition-là a travaillé pour qu'il n'y ait plus jamais ce qui a entraîné les transitions aujourd'hui. C'est-à-dire plus jamais de coup d'État. Mais non. Est-ce que pendant cette gestion-là, est-ce qu'on a mis en place les bonnes institutions? Non. Non. Est-ce qu'on a créé les conditions
pour que la Guinée, qui est toujours au devant de la scène politique africaine, présente un autre visage. C'est-à-dire le visage d'un pays. On a quand même quelques résultats avec le d'un pays qui veut se construire. Septembre. Voilà, c'est ça. Est-ce que l'état de droit est désormais de mise? C'est cela mon souci. D'accord. Alors, à la fin, je disais qu'il y a quand même des succès. Ils n'ont pas fait le coup d'État pour le procès du 28 septembre. C'est un leurre. Ça leur a permis de gagner quelques mois. Et puis, pour rester encore. Et d'ailleurs, ils ont pensé que ça aurait satisfait la communauté internationale des populations pour les adouber à rester encore davantage. Mais on voit bien que non. Mais l'opposition dit qu'elle ne va plus reconnaître cette junte-là. Mais ça veut dire quoi? Donc elle a reconnu. Est-ce que la junte a demandé son avis avant de s'installer? Elle a appelé au départ peut-être du président Alpha Condé, mais est-ce que c'est elle qui a invité la junte et c'est elle qui l'a installée? La junte n'a pas eu besoin qu'elle soit reconnue par l'opposition pour s'installer, pour être là. Je ne sais pas quelle est la force de l'opposition pour qu'à partir du 31 décembre, ne reconnaissant plus cette junte-là, elle ait la capacité de mettre fin à la transition. Il faut souhaiter beaucoup de courage au peuple de Guinée. Il faut souhaiter beaucoup de courage à l'opposition pour qu'elle atteigne ses objectifs, parce que la Guinée a besoin de renouer avec l'état des droits intégral, avec la démocratie, avec des institutions véritables, choisies et des leaders choisis démocratiquement par le peuple. Et non des militaires qui prennent la force de leurs armes pour s'installer et diriger un pays. C'est fini. L'état de nature est terminé. On leur explique cela, ils disent non, ils ne veulent pas de démocratie. Mais c'est l'état de nature, défini à l'époque par Rousseau, où l'homme est un loup pour l'homme, où le plus fort impose sa loi par les armes. La compétition démocratique est de loin la meilleure. Il faut qu'on revienne à cela et qu'on sorte de ces schémas. Moi, ma prière, puisque c'est aussi la période de fin d'année, vraiment ma prière est que l'Afrique, Dieu le Tout-Puissant, nous mette à l'abri de ces coups d'État qui n'existent plus qu'en Afrique. Il ne faut pas l'oublier. L'Afrique est le dernier territoire au monde. Bon, on a Birmanie, on a quelques autres. L'Afrique est l'un des derniers territoires au monde en ces années-là où il y a coup d'État encore. Mais est-ce que ça, c'est une fierté? Quelles que soient les raisons. Je ne sais pas où il y en a encore. Les autres ont connu avant, ils ont fait des guerres civiles, des guerres tribales, ils ont eu des choses, mais ils ont évolué. On ne va pas continuer à nous servir des discours pour justifier ce genre de choses-là. Lancené. Bon, je dois tout de suite dire, à la fin, quand la junte a pris le pouvoir, c'est vrai, la junte n'a pas demandé l'avis des opposants, mais la junte, à sa prise de pouvoir, a quand même été accompagnée par une partie de l'opposition, dont l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, qui a, on va dire, un peu adoubé le coup. Et Debaï, tu dis, est-ce que la junte a les moyens, est-ce que l'opposition a les moyens d'empêcher la junte de continuer de rester au pouvoir? Peut-être à première vue, a priori, on peut dire non, mais aujourd'hui, la junte même est en train de créer les conditions de donner la capacité aux opposants de changer la donne. Parce que vous voyez, un peu comme, même moins que le régime d'Addis Camara, vous voyez aujourd'hui, il y a une demi-douzaine de personnes qui sont disparues. En plus des brutalités vis-à-vis des manifestations, il y a au moins 6 personnes qui ont disparu, qui ne sont pas retrouvées. Même avant-hier, il y a Célestin Guilavogui qui a disparu, il y a Marouane Kamara qui a disparu. Bon, les anciens Biloba, Fonike Mengue, tout cela ont disparu. Donc, je veux dire, les ingrédients même de l'autodestruction même de la junte sont en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quand même... Et puis, n'oublie pas qu'il y a eu de destruction de biens personnels aussi, sur le modèle de la traque contre les biens mal acquis, ou si vous voulez, pour la prévarication. On a vu que le domicile de Cellou Dalein a été complètement rasé, qui sert aujourd'hui de maison disons, pas de la culture, mais de droit d'auteur. Donc, Sidia Touré également. Mais je veux dire, tout cela n'augurait de bon. À la fin, l'a dit, l'Afrique reste le dernier continent où il y a ce type de renversement. C'est vrai, il y a quelques velléités en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est. Mais il faut que ça cesse, parce qu'aujourd'hui, les autres, c'est peut-être pas la poussée. Mais ici, on peut dire, pour être trivial, les gens font exprès.
Les gens font exprès. Ça dit que quand toutes ces jeunes-là, les 4 jeunes qui sont aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, on sait bien que ces jeunes-là font tout pour qu'il y ait la dévaluation sociale. Et ça, merci Lansine. ça ne peut pas continuer. Oui, on termine avec vous rapidement, Dr Bangali. Moi, je pense qu'on ne peut que constater le manque absolu de volonté du chef de la junte d'organiser le transfert du pouvoir à un civil, parce qu'ils ont convenu avec la CEDEAO d'un chronogramme qui tient 10 points. Et selon lui-même, son adresse à la nation de décembre 2023, il avait dit qu'en 2024, il devait organiser le référendum, puisque la Constitution a été déjà rédigée. Donc il s'agissait déjà de reconstituer un fichier électoral accepté de tous, et puis d'organiser dans un premier temps le référendum, et ensuite franchir les différentes autres étapes. Il a dit qu'il voulait organiser les élections, commençant par le bas, donc organiser les municipales, les législatives, et terminer par la présidentielle. Et dans tout ce qu'on vient de relever là, à ce stade, rien n'a été fait. Par le passé, il y avait éventuellement 2 moyens de pression donc, sur la junte. Le premier moyen, ou le premier niveau, ce sont les acteurs politiques internes. Mais pour comprendre que le président, le chef de la junte est dans une logique de s'installer durablement, la première partie donc, de son action politique a été de domestiquer tous les contre-pouvoirs en interne. Je pense que quand ils sont arrivés, les opposants traditionnels n'ont pas compris les enjeux, ils leur ont apporté le soutien. Et donc, quand il a entamé sa chasse aux sorcières contre l'ancien parti au pouvoir, ils étaient bien heureux. Quand il a fini avec eux, il s'est attaqué à l'UFDG et à tous les autres. Et puis le deuxième donc finalement, niveau, ce qu'on retient pour terminer rapidement, 30 secondes. Le deuxième niveau, c'est la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO est dans une situation, une position d'impuissance, parce qu'elle se contente du fait que, contrairement aux autres jeunes, la jeune guinéenne a choisi de rester dans la communauté. Et donc, au nom de cette décision de la Guinée, elle est prête à tout accepter et à user de patience envers un régime qui n'a aucune envie de céder le pouvoir. D'accord. Merci. Merci, parce qu'ils messieurs. ont introduit dans la Constitution que le chef de la junte, contrairement à leur vœu d'intention, ils disent maintenant que le chef de la junte peut être candidat. Mais et là, ils n'ont pas encore dévoilé, ils n'ont pas encore dévoilé, ils ne savent pas comment faire. D'accord. Faire connaître ça à la population. Messieurs, merci. On va en reparler. De toutes les façons, le 31 décembre, c'est dans quelques jours. D'ailleurs, ce sont les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite, en tout cas, de très belles fêtes. Messieurs, c'était la dernière émission. C'est demain. Oui, c'est la dernière émission. Demain, c'est le 30. Pas dans quelques jours, c'est demain. Non, demain, c'est le 30. Demain, c'est le 30. Ah, d'accord, dans 2 jours. Il y a encore quelques jours. Dans 2 jours. Donc, merci pour cette année 2024. On va se retrouver en 2025 pour le premier numéro de l'année. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Merci.